Bonjour et bienvenue dans cette masterclass dont le thème est capter les hauts potentiels enjeux de performance RH. J'enregistre cette masterclass suite à la première diffusion en direct qui a eu lieu sur LinkedIn et sur Zoom en parallèle. J'ai reçu de nombreux messages d'intérêt et je vous en remercie. Je trouve cela extrêmement précieux parce que ça montre à quel point les mentalités aujourd'hui évoluent et comme ces sujets sont de plus en plus connus, reconnus. Alors peut-être pas encore complètement connus justement parce que j'imagine que vous vous posez de nombreuses questions sur ces hauts potentiels et le but de cette masterclass est de vous aider à mieux les comprendre, à mieux les discerner, les détecter et à savoir aussi comment faire pour que ces hauts potentiels deviennent vos plus grandes sources de performance dans votre entreprise, dans la gestion de vos ressources humaines et de vos compétences. Je vais me présenter dans un petit instant. Je suis Amélie Rigano et je suis ravie de conduire avec vous cette masterclass que vous pourrez écouter, réécouter dans votre voiture ou si vous voulez prendre des notes aussi, n'hésitez pas. Je vous mets ici mes coordonnées. Je suis joignable très facilement et vous pouvez aussi me contacter directement sur LinkedIn, par email ici, par téléphone. Je me ferai une joie de vous accompagner si vous le souhaitez. Voici 6 personnages dont vous avez déjà vu, à n'en pas douter, les visages. Thomas Edison, Einstein, Marie Curie, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk. Je suis certaine que s'il y a quelque chose qui réunit ces personnes, on sera tous d'accord pour dire que c'est certainement le côté génial qu'elles présentaient. C'est ce qu'on pourrait qualifier des génies. Ce sont des génies. Et on pourrait tous tomber d'accord sur le fait que c'était ou ce sont des hauts potentiels, même si nous n'avons pas encore complètement une vision commune ou une définition commune de ces hauts potentiels. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous se diraient, moi j'aimerais bien avoir un Steve Jobs, un Einstein, une Marie Curie dans mes équipes. Ah, ça ferait du bien, ça ferait au moins avancer la performance et la dynamique de notre entreprise ou de l'équipe. Maintenant, on va prendre les choses à contre-pied. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça peut représenter de manager un Mark Zuckerberg, un Steve Jobs, un Elon Musk? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. On veut avoir des cerveaux extrêmement bien construits, on veut avoir des potentiels, des personnes brillantes qui ont des compétences, qui ont des qualités créatives, d'innovation, d'invention, de vision. Mais évidemment, il y a des contreparties et il va de soi que manager ces personnes, ce n'est pas la même chose que manager la plupart des individus que nous avons dans nos entreprises. Et donc, vous tenez ici la perception de ce que veut dire être dans le quotidien professionnel d'un haut potentiel. Les plus gros challenges, les plus gros challenges pour vous, que vous soyez dirigeant, que vous soyez RH, manager, va être de les capter. C'est là le sujet de cette masterclass, capter les hauts potentiels enjeux de performance RH, les capter dans un premier temps, les attirer, qu'ils aient envie de venir, qu'ils soient captifs dans le bon sens du terme dans votre entreprise, mais aussi les capter, les comprendre, parce qu'il va falloir les intégrer dans votre entreprise, dans votre équipe, les intéresser aussi par l'activité, par les enjeux, qu'ils puissent aussi développer leurs compétences et leur potentiel, qu'ils aient envie de rester et qu'ils puissent ainsi devenir votre plus grande source de performance pour évoluer dans l'entreprise. Parce que s'il y a une chose qu'il faut bien intégrer dès l'introduction de cette masterclass, c'est que, comme leur nom l'indique, ce sont des potentiels. Et qui dit potentiel dit que ces personnes peuvent rester dans l'ombre, inefficientes, pas particulièrement remarquables, si elles n'ont pas le bon terreau pour évoluer. Tenez, on va prendre le cas d'un de ces 6 personnages. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire. Il s'agit de Thomas Edison. Thomas Edison, qu'on connaît pour ses nombreuses inventions et la lampe à incandescence particulièrement,
Qui parmi nous irait nier qu'il s'agissait de ce qu'on pourrait appeler un THPI, un très haut potentiel intellectuel? Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. Maintenant, l'histoire de Thomas Edison montre à quel point le regard et l'acceptation que les autres posent sur nous est complètement déterminant, et ce, en particulier dès l'enfance. Mais ça vaut encore à l'âge adulte. Thomas Edison est âgé d'à peine 8 ans lorsqu'il est déscolarisé, et l'histoire raconte qu'un jour, Thomas Edison revient de l'école avec une lettre fermée qu'il remet à sa mère. Sa mère ouvre l'enveloppe, sort la lettre et la lit à haute voix à son fils. Et voici la teneur de la lettre dans les grandes lignes. Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez lui enseigner vous-même. Thomas Edison est donc déscolarisé et sa maman, qui était institutrice, s'occupe de l'éducation de son fils. Sa maison, son jardin, son environnement sont devenus son laboratoire d'essais, d'expertise, d'analyse. Et c'est ainsi que ce petit garçon est devenu un adolescent, puis un jeune homme génial, formidable et plein d'inventions. Bien des années plus tard, alors que sa mère était déjà décédée, Thomas Edison plonge dans les souvenirs de famille et découvre une lettre pliée dans les affaires de sa mère. Et voici ce que disait cette lettre. Votre fils est brouillon. Il pose trop de questions. On détecte qu'il a une maladie mentale. Nous ne sommes pas d'accord qu'il revienne à l'école. Edison aurait alors écrit dans son journal une phrase du style: Edison était un enfant pourri et stupide, mais grâce à une mère qui croyait en lui, il est devenu un génie. C'est effectivement cette mère, institutrice, qui lui a donné des cours à la maison, et grâce à elle qu'il est devenu un véritable autodidacte et qu'il a pu faire évoluer et exploser son potentiel. Les hauts potentiels modernes, c'est mon terrain de jeu. Je ne l'ai pas choisi, je suis tombée dedans depuis que je suis toute petite, même si j'ai été diagnostiquée bien plus tardivement grâce à nos enfants. Parce que très souvent, les hauts potentiels émotionnels, intellectuels ou les personnes ayant différentes caractéristiques gravitant autour de ce spectre, à l'âge adulte, en tout cas aujourd'hui, peuvent ne jamais avoir été diagnostiqués. Il faut reconnaître qu'autrefois, on ne détectait pas de la sorte les personnes présentant des particularités, des neuroatypies. On pouvait avoir les cancres, on pouvait avoir les personnes brillantes mais qui ne travaillaient pas assez, mais on avait difficilement des accompagnements ou des appellations pour soutenir et aider l'apprentissage des enfants qui avaient des caractéristiques particulières. Donc c'est mon terrain de jeu, comme je vous disais, mais il faut reconnaître que chaque HP, chaque haut potentiel est différent. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais mettre en avant dans cette masterclass, puisque le contre-pied pourrait être de se dire, ah, tous les hauts potentiels présentent telle et telle caractéristique. Comme chaque individu, il y a de très grosses nuances, des vérités, des contre-vérités, des exceptions à toute situation. Donc, de grâce, ne tirez pas de conclusions hâtives parce que ça veut dire que je serais passée à côté de l'objectif de cette masterclass. Mais une chose est certaine, c'est que ces hauts potentiels présentent aussi le plus gros potentiel ou la source de performance de nos différents milieux. Je peux vous parler de Stéphane. Stéphane a aujourd'hui la quarantaine. Stéphane a été diagnostiqué extrêmement tard, même si on avait déjà mesuré son quotient intellectuel lorsqu'il était petit à l'école parce que cela posait des questions. Ses parents avaient eu des scores particulièrement élevés qui démontrent clairement qu'il est dans la catégorie des THPI, très haut potentiel intellectuel. Donc on considère un haut potentiel intellectuel à partir d'un quotient intellectuel de 130 et au-delà. Sauf que à cette époque-là, il n'est absolument pas accompagné parce qu'une fois qu'on a mesuré le quotient intellectuel, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas d'accompagnement, de prise en charge spécifique à l'enfant, à l'adolescent, voire à l'adulte. À l'âge de 14 ans, Stéphane démonte
l'ordinateur tout neuf de son père. Il le démonte en pièces et comme il sait très bien qu'il a plutôt intérêt à remonter celui-ci avant le retour du travail de son papa, eh bien il passe la journée à remonter pièce par pièce cet ordinateur. Il tombe, comme vous pourrez vous en douter, dans la passion de l'informatique et très rapidement, il devient ce qu'on pourrait appeler un hacker, avec des compétences qu'il a développées seul, des compétences certes pas forcément brillantes quand on est adolescent et qu'on joue au petit malin, mais en tout cas de grandes compétences qui, arrivées très rapidement à 18, 19, 20 ans, vont lui permettre d'obtenir des postes, des fonctions d'entreprise que certains n'auront peut-être jamais, même en ayant fait des études avec bac plus 5 ou plus. À l'âge de 22 ans, Stéphane est recruté dans une entreprise de services numériques, une ESN, et on le positionne chez un client pour le compte d'un client qui est lui-même une très grande multinationale de renom dans le domaine de l'informatique dont je tairai le nom. Comme on peut s'en douter, Stéphane adore son poste, hein, il est vraiment dans son élément et il est passionné par sa fonction, mais il ne reste pas à sa place. Il ramène du travail à la maison, il farfouille, il va plus loin, il cherche à comprendre et il s'avère qu'il trouve une faille informatique importante chez le client, une faille qui pourrait porter préjudice aussi chez ce grand client multinational. Stéphane fait part de sa trouvaille dans le but d'aider, dans le but de révéler, parce que là aussi ça fait partie de la caractéristique souvent de ces hauts potentiels. Lorsqu'ils trouvent quelque chose, surtout qui pourrait porter préjudice, ils ont ce besoin d'apporter une amélioration. Et la semaine suivante, il est convoqué en vue d'un entretien de licenciement pour faute grave, parce qu'il est allé mettre son nez au-delà de ce qui lui était permis. L'histoire se termine plutôt bien pour lui, mais la leçon, c'est qu'on voulait le meilleur, mais on attendait de lui qu'il n'aille pas plus loin que la place qu'on lui avait attribuée. Même si la suite de ces histoires est souvent amusante, ça peut aussi donner lieu à des parcours jonchés d'incompréhension, parce que plein de bonnes intentions, vouloir bien faire et surtout besoin de faire les choses pour améliorer, pour contribuer, et ensuite il peut y avoir de grandes incompréhensions. Je vous raconte maintenant le deuxième cas, celui de Catherine. Catherine, cinquantenaire. Je rencontre Catherine en coaching. Son truc à Catherine, c'est la négociation et la vente. C'est peut-être pas forcément le type de milieu dans lequel vous iriez envisager les hauts potentiels. Il faut savoir qu'ils sont partout. Alors peut-être que si vous travaillez dans une entreprise de la tech, il y a moyen d'avoir un cluster de hauts potentiels, mais là encore proportionnellement, ce sera toujours une minorité par rapport à l'ensemble. Catherine commence à se confier en coaching. Elle a été recrutée très jeune sur un poste à responsabilité commerciale, là encore dans un gros groupe. Comme tout haut potentiel, qui s'ignore aussi à ce moment-là, elle s'engage dans sa mission et quand elle le fait, c'est sans compter ses heures, sans compter l'engagement aussi parce qu'elle pense à ce travail en permanence. Le soir, elle réfléchit, le lendemain, elle ramène à son manager les idées qu'elle a pu trouver et très rapidement, c'est là que les difficultés commencent. Elle entend des phrases du type non mais tu ne peux pas court-circuiter la hiérarchie et tu vas trop vite là, tu dois aussi respecter le rythme de tes collègues. Et puis des phrases comme quand tu dis les choses, c'est souvent perçu comme de l'arrogance. Catherine entend ces messages, elle essaye vraiment, parce que c'est pas une découverte, on lui fait ce genre de reproche depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle est enfant, adolescente, même si ce n'est absolument pas l'intention. Ses résultats commerciaux, quoi qu'il en soit, sont excellents. Elle explose les compteurs et comme chaque année, elle va négocier une augmentation de salaire. Comme elle me dit en coaching, pour moi c'est le moment clé, c'est mon métier, c'est là que tout se joue. Si je n'ai pas la meilleure augmentation alors que c'est mon métier de négocier, c'est qu'il y a un problème. Encore une fois, elle décroche la plus grosse augmentation de l'équipe et son manager commence à lui faire la remarque en lui disant qu'il y a peut-être quelque chose à se poser comme question parce qu'elle se positionne ou elle se positionnerait de façon haute par rapport aux autres. Là encore, Catherine ne comprend pas vraiment. Elle me dit, on m'a embauchée pour mes compétences de négociatrice hors normes
Et quand je les fais valoir, on me les reproche. En quelques mois, les compétences qu'avait Catherine deviennent bien secondaires par rapport à ce qu'on qualifie de sa grande gueule et de son intrépidité. Quand on la recadre, en lui rappelant la politique du groupe, Catherine rétorque que ses responsables manquent tout simplement de courage managérial. Les collègues aussi commencent à se sentir vite mis en danger par cette personnalité intrépide, véhémente, qui possède les compétences, personne ne viendrait le nier, mais qui remet en question les idées et les actions des autres. En un mot, Catherine est ce qu'on pourrait qualifier de nuisible. Elle se fait virer en raison de son insubordination ou, comme elle vient se corriger avec un petit sourire, j'ai quand même négocié une jolie rupture, c'est mon job. Quand je demande à Catherine ce qui aurait pu aider, ce qui aurait pu aider à la fois elle-même dans un premier temps, mais aussi son manager, les équipes autour d'elle, eh bien Catherine met en avant 2 points. La première chose, elle aurait souhaité que sa hiérarchie reconnaisse ses compétences et accepte son fonctionnement. Parce que Catherine voulait véritablement bien faire. Elle voulait la réussite de son entreprise et de son équipe. Et deuxième chose, me dit-elle, j'aurais eu besoin d'être aidée à formuler les messages ou à faire passer les différents messages parce que, dit-elle, ça aurait pu lui donner l'impression d'être hypocrite, mais au moins ça lui aurait certainement évité certaines désillusions ou certaines erreurs. Il y a tout juste 2 ans, Catherine a été diagnostiquée HPI, au potentiel intellectuel, et HPE, au potentiel émotionnel. Actuellement, elle est à la tête de son entreprise qu'elle a créée et qui fonctionne extrêmement bien parce que aujourd'hui, elle forme à la vente et à la négociation. Elle est reconnue comme une experte dans sa profession. Voici donc le programme que je vais vous présenter. La première des choses, on va s'interroger sur qui sont ces hauts potentiels et ces profils neuroatypiques et pourquoi vous y intéressez. On va aussi aller voir dans un second point ce qu'ils aimeraient vous dire en tant que dirigeant, RH, manager. Je suis allée enquêter auprès d'un large panel de hauts potentiels et les messages qu'ils vous transmettent vont permettre de court-circuiter aussi cette barrière qui peut exister dans l'entreprise. Nous allons voir ensemble les difficultés des managers de haut potentiel, parce que certainement que les managers rencontrent de vraies difficultés et que c'est très bien de leur donner des génies dans l'équipe ou des personnes de grandes compétences. C'est encore mieux de leur donner les moyens de les accompagner sans attendre à ce qu'ils puissent le faire avec les mêmes outils, les mêmes évidences que pour les autres personnes. Nous allons voir aussi ensemble quelles sont les conséquences de l'absence d'intégration et d'accompagnement des hauts potentiels, ainsi que la promesse, les bénéfices que vous allez pouvoir obtenir en prenant en compte ces profils. Et enfin, je vous donnerai quelques solutions très simples que vous pourrez dès aujourd'hui mettre en place dans votre équipe et ou dans votre entreprise. Alors déjà, en quelques mots, même si la majorité d'entre vous me connaissent, je suis Amélie Rigano et comme je vous le disais, je suis tombée dans la potion étant petite. Et alors ça, c'est un autre sujet par rapport au fonctionnement de ces profils. Sans savoir que mon mari, mon futur mari était de ce profil, eh bien, je me suis mariée avec un haut potentiel intellectuel qui a été diagnostiqué aussi avec un TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, donc ça va très 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 vite aussi, et certainement un profil aussi de TSA, trouble du spectre de l'autisme, ce qu'on appelait jusqu'à présent Asperger, on n'emploie plus ce nom officiellement parce que Asperger était un nazi et que forcément ça peut poser des problèmes éthiques. Maintenant, le mot Asperger peut avoir plus facilement de signification dans l'esprit de beaucoup, c'est pour cela que je l'emploie encore. Et non content de tout cela, eh bien l'expérience s'est poursuivie parce que nous avons eu tous les deux 5 petits zèbres, comme l'appelle la psychologue Jeanne Siofaquin, et parmi nos 5 enfants, nous en avons
4 avec des profils bien spécifiques. Au compteur, nous avons du HPI, du HPE, du TDAH, des troubles du spectre de l'autisme, le tout sans aucune déficience intellectuelle. Et c'est vrai que moi, ma particularité, c'est de pouvoir accompagner les personnes qui ont des particularités, des neuroatypies sans déficience intellectuelle. Je pense que là, c'est vraiment du point de vue de la thérapie que ça se passe. Et mon but a été, en prenant en compte aussi qui j'étais et en découvrant qui était mon environnement très proche, je me suis très rapidement rendu compte que j'attirais à moi, dans mes formations, dans mes coachings, les personnes qui ont quelque chose. Et mon but n'a jamais été de dire aux gens absolument faites-vous diagnostiquer. Parce que, à mon sens, le diagnostic est nécessaire lorsqu'il y a besoin d'apporter plus de clarté, de compréhension, voire parfois sur certains profils, notamment les profils 10, dyslexiques, dyspraxiques, dysgraphiques, dysphasiques, etc. En fait, on observe que dans ces profils-là, eh bien, il y a des points communs avec les fonctionnements des hauts potentiels. Ça peut être intéressant parfois pour avoir un dossier RQTH quand on travaille, un dossier MDPH tout simplement, donc être reconnu comme travailleur handicapé lorsque cette caractéristique constitue dans votre quotidien un handicap. Voilà, c'est pour toutes ces raisons, je ferme la parenthèse, mais l'idée pour moi, ça a été que comme je me suis rendu compte très rapidement que ces profils venaient me trouver, me questionner, se confier et que de fait je les accompagnais, eh bien, comme j'ai à cœur d'aider les gens à révéler le meilleur de ce qu'ils ont au fond d'eux, de fil en aiguille, d'année en année, c'est devenu une évidence. Et aujourd'hui, je me suis spécialisée à la fois dans le coaching de ces personnes, l'accompagnement des managers de ces profils et j'ai suivi diverses formations. Pour cela, je ne vais pas vous passer en revue mon CV tout de suite, mais si vous voulez, on pourra en discuter. Notamment, je me suis formée auprès de l'hôpital Le Vinatier, le grand hôpital de psychiatrie de Lyon, sur ces différents troubles, qui ne sont pas toujours des troubles, en tout cas, qui présentent des facettes sont ces profils? Eh bien, ces profils, si on observe les séries de type HPI, hein, les séries modernes qui passent à la télé, où on présente davantage les personnes qui gravitent dans la sphère de l'autisme ou les hauts potentiels intellectuels, on se rend compte que c'est de plus en plus démocratisé, on en parle beaucoup, alors certes c'est romancé, mais ça a au moins le mérite de faire connaître ces profils. Et on va avoir dans les cabinets de psychologues et de psychiatres de plus en plus de parents un petit peu désarçonnés ou qui se questionnent sur le fonctionnement de leurs enfants à l'école en particulier. On a une recrudescence, une augmentation des consultations pour détecter des signes de douance, donc ces différents signes qui présenteraient du haut potentiel. Maintenant, les chiffres de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, restent absolument constants. 2,3% de la population mondiale est considérée comme haut potentiel intellectuel ou très haut potentiel intellectuel. C'est un chiffre qui, lui, n'a pas évolué, donc il n'y a pas une augmentation du nombre de hauts potentiels intellectuels dans la société. Par contre, il y a une augmentation de la prise en compte de ces profils et ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, en quoi est-ce que ça peut vous intéresser si vous vous dites ah bah, c'est que 2,3%. Imaginons que vous soyez dans une entreprise qui compte au moins 100 collaborateurs. Dites-vous que vous avez à minima 2 voire 3 personnes qui sont des génies. Et des génies peut-être qui dorment parce que, je rappelle, hein, ce sont des potentiels. Donc peut-être que ces génies, vous ne les avez pas encore détectés. Et même peut-être bien que ce sont ceux qui présentent les plus grosses difficultés dans le management parce que challengeant, parce que vous allez voir des fois quels peuvent être les comportements. Si on rajoute à cela au moins l'équivalent de haut potentiel émotionnel qui n'entre pas dans les 2,3% de l'OMS, si l'on rajoute aussi et qu'on prend en compte les personnes qui ont des fonctions ou des fonctionnements très proches, comme les personnes avec de l'hyperactivité, TDAH, les personnes qui ont un dys quelconque, dyslexique, dysgraphique, dyspraxique, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les 10 sont des génies, mais
Les faits montrent que les personnes présentant ces particularités-là ont aussi un fonctionnement cognitif différent. Reprenez pour cela ou écoutez la conférence, je la trouve brillante, de Hugo Orio, H-O-R-I-O-T, qui a écrit des livres très intéressants, justement, où il fait valoir les spécificités et les forces de l'autisme, sans déficience intellectuelle, là encore. Et Hugo Orio, dans sa conférence TEDx, montre une étude intéressante sur la proportion de personnes dyslexiques au Royaume-Uni, qui est relativement faible, mais par contre, la proportion beaucoup plus importante d'entrepreneurs qui présentent une dyslexie. Ce qui montre bien qu'il y a des facultés en lien notamment avec l'innovation, la créativité, la capacité à voir, capacité de vision. Si vous prenez en compte toutes ces particularités, eh bien, on va prendre en compte dans l'entreprise les neurodiversités avec fonctionnement atypique, sans déficience intellectuelle. Et là, vous avez un panel beaucoup plus large de richesses dans votre entreprise. Donc, ces richesses humaines sont loin d'être uniformes, réellement. Il faut les prendre de façon individuelle, mais si vous les prenez en compte, vous allez pouvoir obtenir des richesses incroyables. Ce qu'ils ont à vous dire, comme je vous le disais, je suis allée les questionner et j'ai eu des réponses absolument sincères, vraiment touchantes parce que très sincères et comme beaucoup de ces profils, très bruts. Donc ne soyez pas choqués par certains des propos qui sont tout à fait directs et francs. Prenez-les avec de la hauteur, une certaine forme de légèreté et pourquoi pas commencer à entrevoir les liens qu'il peut y avoir avec des profils qui vous entourent dans votre quotidien. Première question que je leur ai posée, quels ont été les moments où votre différence a été la plus difficile à vivre? Et là, deux constantes ressortent. La première, c'est à l'école, surtout dans la petite enfance, école maternelle, école primaire. Et le deuxième moment phare, ou moment clé, où la différence a été difficile à vivre, c'est au moment de trouver son orientation et dans l'entrée dans le monde du travail. Donc si j'analyse ça, deux phases dans la vie de l'individu où il se découvre et où il doit dessiner son identité, trouver sa place, s'affirmer dans un nouvel environnement qu'il n'a pas encore complètement apprivoisé. Deuxième question, comment considérez-vous la prise en compte des profils haut potentiel dans le recrutement et les ressources humaines? Majoritairement, ils répondent que bien que l'on ne sache pas lors du recrutement qu'ils présentent ces caractéristiques, leur profil est souvent considéré comme très intéressant et retient fortement l'attention. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement, mais que la prise en compte est quasi inexistante ensuite sur le plan des ressources humaines. À vrai dire, j'ai dit quasi, mais tous m'ont dit que la prise en compte est inexistante dans l'accompagnement RH. Ce qui veut dire qu'il y a encore tout un tas d'actions à mettre en place si vous voulez faire briller vos génies dans l'entreprise. Troisième question. Vos managers ont-ils déjà su valoriser au mieux votre profil au potentiel? Pour la majorité, ça a été jamais, en disant qu'ils ne sont même pas au courant et qu'ils ne savent pas détecter les hauts potentiels ou les particularités de leur profil. Quelques-uns des sondés ont mis en avant que leurs managers, un ou plusieurs, avaient essayé, même de façon maladroite, de prendre en compte leur personnalité et leur fonctionnement. Quatrième question, quand on vous reproche directement ou indirectement quelque chose, qu'est-ce que c'est? Alors là, les reproches que l'on fait au potentiel sont les suivants. D'aller trop vite par rapport aux autres, souvent leur impulsivité, de remettre en question les concepts, les décisions, les réflexions qui sont faites dans l'entreprise, remettre en cause aussi en question des process que eux considèrent comme illogiques, dysfonctionnels, et ça peut poser aussi des difficultés au niveau de la hiérarchie. On va leur reprocher souvent leur difficile intégration dans les équipes, leur difficulté à se faire une place parmi les autres et le décalage qu'ils peuvent présenter avec le reste de l'équipe. Donc on pourrait faire deux catégories, le côté réflexion, rapidité, impulsivité et le côté relationnel qui peut être difficile. Alors je précise
que ça n'est pas forcément une difficulté pour tous les hauts potentiels, et en particulier beaucoup de hauts potentiels émotionnels ont un relationnel extrêmement fin. Ça peut être source de difficultés par contre dans le vécu, et vous pouvez voir ces personnes à la fois très brillantes sur le plan relationnel et en retrait d'autres moments. J'en sais quelque chose en connaissance de cause, mais aussi parce que j'accompagne beaucoup de ces profils-là, comme je vous le disais. Question suivante. Qu'est-ce que les autres ne comprennent pratiquement jamais chez vous et dans votre fonctionnement? Les réponses qui ont été données tournent autour de leur intégration sociale et la distance que ces profils peuvent prendre avec les gens. Parce que, alors une personne évoque, c'est difficile à vivre car je n'ai pas les codes et les idées pour mieux m'intégrer et être en phase avec les autres membres de l'équipe. J'ai reçu un témoignage que je vous lis aussi, que je trouve très intéressant. La majorité des personnes ne comprennent pas le principe de stimuli et les problèmes de concentration. 8 heures dans un bureau à effectuer la même tâche n'est pour eux qu'un quotidien quand c'est une souffrance pour moi. Il m'est tout à fait possible de finir une tâche en 3 heures qu'un collègue aura mis la journée à effectuer. Cependant, après cela, mon temps d'attention est épuisé, je suis incapable de changer de tâche. C'est précisément sur ce point que se trouvent les incompréhensions. Il te reste 5 heures de travail, il y a toujours quelque chose à faire. J'ai eu plusieurs messages aussi de hauts potentiels qui me disent faire leur travail en très peu d'heures par rapport à la majorité. Et alors je vous lis par exemple celui-ci. Je fais mon boulot en 4 heures par jour. Je ne le dis pas à mes collègues et comme ils aiment mes résultats, ils se disent que je bosse beaucoup. Mais c'est totalement faux. Et enfin, c'est un cadeau précieux que nous leur accordons, que vous leur accordez en donnant de votre temps et de votre écoute. Et la dernière question que j'ai posée est la suivante. Quel est le message essentiel que vous aimeriez transmettre aux dirigeants et aux RH? Et je vous en donne un échantillon. Déjà, la plupart ont dit, dites-leur de se former et d'être sensibles au profil HPI, HPE, TDAH, Asperger, qu'ils aient la volonté de les accompagner. D'autres messages, j'aime beaucoup celui-ci notamment, dites-leur de ne pas avoir peur d'intégrer ou de recruter ce type de profil. Au fond, nous sommes hyper gentils. J'en ai un autre, alors celui-ci je le trouve assez brusque et brut, mais il y a des messages forts autour. Si vous voulez que je bosse dans votre boîte, montrez-moi que vous êtes prêt à me faire une place à ma taille. Pas forcément dès le début, mais je veux la possibilité d'une progression rapide si je fais ce qu'il faut. Donnez-moi la possibilité d'exceller, soyez prêt à me récompenser si j'y parviens. Si vous ne pouvez pas me proposer ça, je continuerai à me tailler cette place moi-même par mes propres moyens. Alors, je sais que ça peut sembler un peu orgueilleux, arrogant, et que ça peut être perçu comme cela, mais pour avoir souvent ces échanges en off, je peux vous assurer que l'ego de ces personnes n'est pas surdimensionné. Parce qu'en fait, c'est une réalité. Ils ont conscience d'avoir des besoins et de ne pas pouvoir les exprimer. Et quand c'est comme cela, eh bien, ils vont pouvoir avoir surtout le besoin d'aller ailleurs. Quelles sont les difficultés à manager un haut potentiel? Cette question est cruciale parce que vous avez derrière des managers qui sont en difficulté, qui peuvent même craquer, tout simplement parce qu'ils ont dans l'équipe une personne qui est perçue comme nocive, dangereuse, néfaste, alors que c'est tout simplement une faute, un manque d'outils. La première difficulté tient à la méconnaissance d'une particularité. Et oui, comme le dit Hugo Orio dont je vous ai parlé tout à l'heure, là où aux États-Unis on va marquer sur son CV qu'on est autiste, par exemple, eh bien en France on essaye tout juste de se faire une petite place pour passer entre les mailles du recrutement et pour être ensuite tout discret dans l'entreprise. Donc très souvent, ces profils ne disent pas lorsqu'ils ont une particularité et aussi, très souvent, ils ne le savent pas eux-mêmes s'ils n'ont jamais été diagnostiqués. Donc le manager ne sait pas qu'il y a une particularité. Il y a aussi tout simplement, et c'est logique, l'absence de connaissances et d'outils. Déjà, j'interviens, comme je fais de la formation en management,
Il est très fréquent que des managers qui exercent leur métier depuis plusieurs années n'aient jamais été formés aux fondamentaux, aux bases du management. Donc, beaucoup de managers font avec les moyens qu'ils peuvent trouver, n'ont pas de vrais outils. Et au-delà de cela, les managers qui ont déjà quelques outils, qui ont été formés, accompagnés, essayent de tâtonner, de faire avec les outils de feedback, d'accompagnement, de progression qu'ils connaissent pour des profils qui fonctionnent différemment. Donc si je n'ai pas les bons outils, forcément, je n'obtiendrai pas les bons résultats. Il y a aussi les paradoxes des hauts potentiels, parce que vous pouvez avoir des personnes qui sont très surprenantes, des personnes qui vont être très brillantes sur des questions très complexes, comme gérer des projets ultra compliqués, résoudre des difficultés, des problèmes, envisager des solutions sur des problématiques, innover également de façon incroyable. Et parfois, ces personnes sont complètement déroutantes et peuvent buter sur des difficultés absolument invraisemblables, comme la difficulté à gérer ses stylos, ses papiers, son cahier, prendre des notes, se retrouver dans son matériel, et puis toutes les difficultés relationnelles du quotidien qui peuvent être simples pour la majorité d'entre vous et qui peuvent être source de grosses difficultés et de gros challenges pour ces personnes. Donc de grands paradoxes, parce qu'on peut se dire, attends, il ne sait même pas s'entendre avec ses collègues, par exemple, comment veux-tu qu'il soit en mesure de gérer ce projet et d'amener toutes ces personnes à la réussite? Ce n'est pas forcément aussi corrélé que cela, et c'est là qu'on va devoir aider les managers à comprendre et à accompagner. Communication directe, parfois, parce que ce sont des profils qui peuvent être très directs. C'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est faux, je suis d'accord, je suis pas d'accord, souvent suivi d'arguments très pertinents, mais ça peut être assez direct et difficile. On peut aussi avoir des tensions dans l'équipe, comme on l'a évoqué, parce que si les managers, eux, ne comprennent pas la personne ou les personnes, évidemment, les autres membres de l'équipe aussi peuvent se sentir en grande difficulté et sans jeter la pierre à personne, parce que ça n'est pas facile lorsqu'il y a de la méconnaissance globalement. Qu'est-ce qui peut se passer si vous ne prenez pas en compte les spécificités de vos hauts potentiels? Déjà, si vous ne prenez pas en compte ces hauts potentiels, vous allez perdre la majorité des idées innovantes, disruptives et créatives parce que vous passez à côté de ces profils qui ont une pensée qu'on appelle en arborescence et ce sont les pensées les plus riches en termes d'innovation. Vous allez aussi passer à côté de la prise en compte d'une diversité très riche dans votre entreprise. Je vous ai dit qu'il y a tout un panel de profils, ce qu'on appelle les neurodiversités, qui sont riches, mais si on les traite comme l'ensemble des personnes neurotypiques, et on passe à côté de toute une richesse fonctionnelle dans votre entreprise. Il va y avoir aussi une fausse impression d'échec dans le recrutement, parce que vous avez recruté une personne qui était brillante dans ses compétences et finalement vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas su l'intégrer correctement. On va mettre en échec ces profils et des profils pourtant qui sont extrêmement persévérants. Vous allez avoir des difficultés managériales parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on est en tension, parce qu'on est en conflit d'intérêts. Les projets les plus stratégiques peuvent aussi échouer parce que c'est aussi là où les HPI notamment sont très très forts, gérer des projets compliqués, difficiles, envisager des solutions. On peut aller et mener ces personnes sans le vouloir à la démotivation. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'ils sont démotivés? Ils débranchent la prise, ils se mettent en mode pilotage automatique et on a des personnes qui ne sont absolument pas ici des potentiels, qui sont complètement inefficaces, qui font leur job et qui ne présentent pas d'intérêt pour l'équipe, voire qui peuvent démotiver l'ensemble de l'équipe. À l'inverse, comme beaucoup de ces profils vont aller au bout du bout, on peut les conduire au burn-out et malheureusement perdre nos meilleurs talents parce que ces personnes, souvent, lorsqu'elles ne trouvent pas leur place dans l'entreprise, quittent l'entreprise. Quelle est la promesse et quels sont les bénéfices que vous pouvez obtenir en prenant en compte vos hauts potentiels? Le tout premier est l'avantage concurrentiel que vous pouvez obtenir sur votre marché. Parce qu'en ayant des personnes qui ont des capacités de disruption, d'innovation, de vision, d'analyse,
logiquement, vous allez pouvoir augmenter le niveau de visibilité et surtout la pertinence de ce qui est perçu sur votre marché. Vous allez aussi pouvoir mettre en place une performance inégalée dans la gestion de vos ressources humaines et tout particulièrement dans la gestion des talents et des compétences. Le management peut devenir beaucoup plus fort et les équipes bien plus soudées lorsqu'on développe la connaissance des neurodiversités, car contrairement à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est le fruit généralement de la méconnaissance de l'autre, de son fonctionnement, lorsqu'on se comprend mieux, on peut être beaucoup plus soudé. Très souvent, lorsque vous commencez à ouvrir un petit peu les malles de la connaissance de soi et de l'autre, eh bien, les langues vont se délier. Moi aussi, j'ai un frère qui fonctionne de telle ou telle manière. Moi aussi, je me pose des questions sur mon fonctionnement. Je connais quelqu'un qui, lui aussi ou elle aussi. Et en faisant ça, on rapproche l'humain au lieu de le désolidariser. Les projets internes seront bien plus et mieux réussis parce qu'on va obtenir la force, l'intelligence d'autres personnes, des intelligences diversifiées, donc forcément une multiplicité de visions, d'analyses et de possibles. Et enfin, et non des moindres, le service et la satisfaction client seront grandement améliorés parce que vous allez avoir tout au long de la chaîne de production et même avant celle-ci, des personnes avec une capacité d'analyse, de sens du détail particulièrement rigoureux. Quelle solution très simple pouvez-vous mettre en œuvre dès aujourd'hui au sein de votre entreprise? Parce que c'est là la question. Le but n'est pas de rentrer dans des accompagnements, des politiques extrêmement complexes sur cette minorité, il faut le reconnaître dans l'entreprise, mais de mettre en place des actions, des attitudes, des réflexes très simples d'accompagnement. La première des choses que je vais vous dire, et la plus simple, posez la question. Il est vrai qu'il peut paraître assez compliqué de poser la question, de demander est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as déjà été diagnostiqué? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? À vrai dire, moi, depuis que j'accompagne ces personnes, et alors aujourd'hui, je n'ai plus de difficulté avec ça parce que systématiquement, lorsque je demande à une personne qui vient me trouver en privé et que je perçois comme ayant quelque chose de particulier, est-ce que tu as déjà été diagnostiqué au potentiel ou est-ce qu'on a déjà diagnostiqué au niveau émotionnel ou de ton fonctionnement? Je peux vous assurer que la réponse soit oui, j'ai déjà été diagnostiqué ou non, je ne sais pas, la personne n'est jamais surprise de la question. Parce que si vous vous la posez, c'est qu'elle a un fonctionnement particulier et ne vous en faites pas, elle n'a pas attendu de vous rencontrer pour qu'on lui fasse comprendre qu'elle fonctionne différemment. Donc ça n'est pas perçu négativement, au contraire, c'est plutôt une marque d'intérêt pour le fonctionnement de cette personne. Donc c'est tout simple, posez la question. Le deuxième point concerne les attentes des hauts potentiels vis-à-vis de leur manager. Contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, ces profils n'attendent jamais de leur manager d'être comme eux, de penser comme eux, de voir le monde et les choses, les analyses, les situations comme ces personnes fonctionnent. Pas du tout. En réalité, les hauts potentiels ont besoin d'un manager qui soit juste. Ce sont des profils qui ont un sens de la justice et de l'éthique particulièrement surdéveloppé, un manager qui soit juste, qui soit éthique, c'est-à-dire qui reste fidèle à ses valeurs et à ses engagements, un manager qui soit de parole. Ils ont besoin de challenger souvent la pensée, l'opinion, donc il vaut mieux que ce soit un manager qui communique, qui explique. Et petit secret, c'est qu'il n'y a pas à avoir peur ou honte lorsqu'on se trompe, qu'on a tort. Le but de ces personnes n'est pas de faire voir à leur manager qu'ils ont tort, qu'ils sont pris en défaut, c'est d'avancer. Par contre, il peut y avoir aussi certains profils qui ont un fonctionnement qui met particulièrement en difficulté un manager en lien avec ses failles. Dans ce cas-là, il faut aussi savoir recadrer clairement le profil au potentiel parce que chacun doit aussi occuper sa place et le respect vaut dans les deux sens. Ça n'est pas forcément volontaire, mais ça peut être aussi une façon de faire qui est dysfonctionnelle dans le relationnel, donc il faut aussi pouvoir accompagner ces profils à connaître des techniques de communication. Troisième point, je pense que vous vous en doutez aussi, ce sont des profils qui ont besoin de beaucoup de liberté et de souplesse dans la gestion de leur temps. J'ai eu des messages du type: je suis assez grand pour organiser mon temps de travail
sous mes conditions. Dans mon cas, il s'agirait de laisser une bien plus grande autonomie quant aux méthodes de travail, horaires, lieu de travail, intensité, choix de la tâche. Certains expriment que dans leur métier, la rigidité ne serait pas forcément nécessaire et que la souplesse pourrait être un vrai avantage qui leur permettrait de rester aussi dans l'entreprise. Dans l'étude que j'ai réalisée, il y a même eu certains des profils qui ont évoqué le fait qu'ils aimeraient, qu'ils préféreraient peut-être être reconnus comme travailleurs handicapés si cela leur permettait de leur donner la possibilité d'organiser et d'assouplir leur temps de travail. Ce qui montre que c'est un vrai besoin qui ressort très régulièrement lorsqu'on échange avec ces profils. Beaucoup vont mettre une intensité extrêmement élevée, surdimensionnée par rapport à la moyenne sur les tâches qui sont réalisées. Derrière, il y a une fatigabilité beaucoup plus importante et donc besoin de coupures de repos assez importants. Et pour les personnes qui ont un TDAH, souvent un besoin d'aller à l'extérieur, d'aller courir, d'aller marcher, d'aller se changer les idées. Quatrième point, formez. Formez-vous, dirigeants RH, à ces profils. Formez vos managers déjà au management, aux bases du management, mais formez-les aussi à ce que signifie accompagner des profils atypiques. Et enfin, donnez-leur des missions nourrissantes à ces profils. Ils ont besoin d'évoluer, ils ont soif d'apprendre, de découverte. Ne les laissez jamais en continu sur les mêmes tâches. Ils ont une volonté, un besoin viscéral de grandir, de découvrir, et pas simplement d'un point de vue horizontale, mais aussi verticale. Donc, préparez-les progressivement, communiquez sur vos besoins pour qu'ils puissent prendre à terme des responsabilités. Soyez aussi honnête et transparent avec eux. N'ayez pas peur de leur dire ce qui ne convient pas dans leur fonctionnement, dans leur attitude, dans leur mode de communication. Bien sûr qu'il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent le faire. En conclusion, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un profil qui pose difficulté à vos managers, d'un profil atypique, d'un profil peut-être revêche ou d'un profil qu'on ne sait pas comment accompagner, posez-vous la question. Posez-vous la question avant tout jugement hâtif. N'hésitez pas à aider vos managers à faire équipe avec ces hauts potentiels, même s'ils fonctionnent différemment, même s'ils questionnent, même s'ils sont intrigants, ils sont aussi passionnants. Formez, accompagnez, coachez. Investissez donc auprès de vos managers, de vos équipes et de ces profils parce que l'investissement en vaut véritablement la peine. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'un de mes clients investit dans une démarche de coaching auprès de ces profils, c'est une réussite parce que ce sont des personnes qui ont à cœur le fait d'évoluer. Donc toute action mise en place pour les accompagner vers l'évolution sera une action dont vous aurez le bénéfice et la rétribution très rapidement. Soyez curieux, posez des questions. Et si vous voulez aller plus loin, si vous souhaitez affiner votre politique, si vous voulez mettre en place un accompagnement, si vous vous posez des questions sur un de vos collaborateurs, eh bien j'offre suite à cette masterclass un coaching d'une valeur de 225 euros, un coaching de 30 minutes au cours duquel nous allons travailler exclusivement sur la question que vous avez en tête en ce moment, votre objectif de mise en place d'un accompagnement, d'une politique quelconque, où nous allons ensemble creuser aussi les questions que vous vous posez, pourquoi pas sur un ou plusieurs de vos collaborateurs. Pour ceci, vous pouvez envoyer le mail à contact@essencedemarque.fr. Moi-même ou une personne de mon équipe vous prendra contact avec vous et vous proposera pourquoi pas quelques créneaux. Mais dans un premier temps, nous échangerons sur vos besoins. Donc n'hésitez pas dans ce message à faire part de votre souhait, de votre question, de votre besoin. Et je vous transmets les dates des prochaines masterclass. Mercredi 21 décembre 2022 à 13 heures, rentrez dans les standards quand on n'est pas standard. Cette masterclass va être particulièrement dédiée au haut potentiel, au profil atypique. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas, soyez présents. Contactez-moi en amont tant qu'à faire. Et puis si vous avez des profils de la sorte, envoyez-leur l'invitation aussi ou mettez-les en contact avec moi. Et puis le 25 janvier à 13 heures, une masterclass détecter et comprendre les personnalités à haut potentiel. Donc si le sujet vous a intéressé, là vous aurez davantage d'outils et d'éléments pour les détecter et les comprendre. Je vous remercie de votre écoute.
Avoir votre retour me ferait grandement plaisir, savoir ce que vous avez pensé, retiré, avec quoi vous repartez de cette masterclass, ce que vous allez pourquoi pas tester, mettre en œuvre et potentiellement les besoins que vous avez pour aller plus loin. Encore merci pour l'intérêt que vous apportez à ces profils qui nécessitent grandement notre attention et notre accompagnement aujourd'hui. Et j'espère pouvoir vous retrouver dans une prochaine masterclass ou pourquoi pas dans votre entreprise ou en accompagnement de coaching.